Une sorcière capable de prévoir l'avenir des autres a été sauvée par une noble enceinte. À son réveil, la sorcière vit le ventre enceinte de la femme et se figea immédiatement. Elle comprit que l'enfant que portait la noble deviendrait la reine du Joseon. Dynasty. Mais avant qu'elle ne puisse féliciter la femme, le visage de la sorcière devint sérieux. Elle a également prévu que, malgré le statut de reine destiné à l'enfant, ce destin même entraînerait sa disparition. Comme la noble lui avait sauvé la vie, juste avant le départ de la noblesse, la sorcière. J'ai juré de protéger l'enfant. Bien qu'elle ait risqué sa propre vie, la sorcière a malheureusement été mêlée à des intrigues de cour. Et bientôt arrêtée. Avant sa mort, elle confia à son amie, également sorcière, la protection de la enfant de noble. Elle a dit à son amie qu'elle prévoyait 2 prétendants se disputer le trône dans l'avenir de l'enfant. Lorsque son amie a demandé le nom de l'enfant, la sorcière ne le savait pas. Pressée par les gardes, les 2 hommes se séparèrent. Peu de temps après, la sorcière a été exécutée en étant écartelée. À sa mort, la future reine de Joseon est née. Ses parents l'ont appelée Yonho. 13 ans plus tard, l'amie de la sorcière était devenue la sorcière royale. Yonho était devenue une fille belle et intelligente. Parce que son frère avait réussi le plus haut examen de la fonction publique, le Gwaegyo, Yonho. Elle a accompagné sa mère au palais pour assister à la cérémonie d'annonce. Un papillon attira l'attention de Yonho. Elle poursuivit intensément le papillon, sans remarquer que le prince héritier tentait d'escalader le mur du palais pour s'échapper. Le prince héritier, captivé par la charmante fille devant lui, le regarda fixement sans cligner des yeux. Lorsque Yonho se retourna, leurs yeux se rencontrèrent, faisant glisser accidentellement le prince héritier du mur et Yonho a tombé. Tous 2 se levèrent maladroitement. Le prince héritier demanda formellement à Yonho pourquoi elle était dans le palais. Ignorant la véritable identité du prince héritier, Yonho le soupçonnait d'être un voleur. Alors qu'ils se disputaient, les serviteurs à la recherche du prince héritier les entendirent et se précipitèrent vers eux. Le prince héritier tira Yonho, traversant le palais en courant pour s'échapper. Leur fuite a renforcé les soupçons de Yonho qu'il était un voleur. Le prince héritier, n'ayant pas d'autre choix, a menti, affirmant qu'il était à la recherche de son ex. Broder, qui avait été banni de la maison et travaillait comme domestique du palais. Cela suscita la sympathie de Yonho, qui critiqua avec véhémence le système concubin. Devant lui. Après avoir quitté le palais, le prince héritier envoya un mouchoir à Yonho à travers un Servanti. Si elle pouvait en déchiffrer la signification, elle apprendrait son identité. À la maison, Yonho déplia le mouchoir. Elle réfléchit longtemps à sa signification, incapable de comprendre. Yonho sortit dans la cour, écrivant et dessinant sur le sol. Soudain, elle comprit le sens, le jour représenté par un cercle dessiné et un carré. Écrit. Il ne s'agissait pas du soleil qui se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Le petit jour du soleil représentait le prince héritier. Se souvenant de leur conversation, Yonho tomba au sol. Mais en réalité, le prince héritier n'était pas préoccupé par les critiques de Yonho à l'égard du système étatique. Au contraire, son intelligence le captivait. Outre le prince héritier, une autre personne qui ne pouvait pas oublier Yonho était son demi-frère. Yongmayung. Yongmayung n'était pas favorisé par leur père. Il était un ami proche de Eoyom, le frère de Yonho, et avait connu Yonho auparavant. En quelques jours, en raison du comportement indiscipliné du prince héritier, tous ses tuteurs démissionnèrent. Colère. Le roi nomma Eoyom, le nouvel érudit le plus élevé, comme tuteur du prince héritier. La princesse Minwa, en voyant Eoyom, a apparemment connu le coup de foudre. Elle tomba amoureuse de lui instantanément, incapable de détacher son regard. La princesse ne pouvait pas contenir ses sentiments pour cet homme incroyablement beau. Pendant ses études, tout le monde lui a laissé place. Même le préposé à la salle à manger le traitait avec une faveur spéciale. Chaque fois qu'il sortait, les jeunes femmes s'arrêtaient pour le regarder. Même ceux qui souhaitaient le combattre cédaient en voyant son visage frappant et radieux. En entrant dans le palais, les servantes du palais furent captivées, certaines s'évanouirent même. Lorsque Eoyom a rencontré pour la première fois le prince héritier, le jeune homme, voyant un si beau jeune. Le tuteur était quelque peu mécontent. Comment quelqu'un d'aussi jeune peut-il m'enseigner? La première leçon s'est avérée gênante pour Eoyom. De retour chez elle, Yonho a vu l'abattement de son frère et a immédiatement reconnu le prince héritier.
avait délibérément rendu les choses difficiles. Elle a donné des conseils à son frère. Le lendemain, Éoyom revint pour enseigner au prince héritier. Comme auparavant, le prince héritier resta silencieux, jouant tout seul. Éoyom, donc, déclara la leçon terminée et se leva pour partir, tombant précisément dans le piège du prince héritier. Le prince héritier s'est immédiatement moqué de Éoyom en disant qu'il avait un visage épais, recevant un salaire de l'État sans rien enseigner. Éoyom resta calme. Il avait anticipé cette réaction. Il s'adressa directement au prince héritier. « Si votre Altesse ne m'aime pas, je vous proposerai une énigme. Si vous le résolvez, je démissionnerai et ne reviendrai jamais. » Entendant qu'il ne reviendrait jamais, le prince héritier fut intrigué et accepta. Éoyom a demandé « Qu'est-ce qui peut instantanément jeter le monde entier dans l'obscurité ou la lumière ?» Le prince héritier gloussa. « C'est trop simple. » Mais Éoyom a répondu « Donnez-moi votre réponse lors de la prochaine leçon. Ne présumez pas que tout est simple. » Cela sapa la confiance du prince héritier, et il commença à chercher la réponse dans les livres. La princesse Minutois, voyant des serviteurs portant des livres dans la chambre de son frère, entra par curiosité. En entendant l'énigme, elle a immédiatement dit « Pourrait-il s'agir de paupières ?» Le prince héritier a rejeté sa réponse, disant qu'elle pensait trop superficiellement. Dans la troisième leçon, le prince héritier a offert sa réponse « La politique d'un roi ». Il a cité des exemples tirés de livres. Si les politiques sont claires, la vie des gens sera prospère. À l'inverse, les difficultés jetteront tout dans l'obscurité. Comme le prince héritier s'en vantait, attendant la victoire, Éoyom a dit « La bonne réponse est les paupières ». Le prince héritier entra dans une colère noire, accusant Éoyom de le taquiner délibérément. Éoyom a répondu sans broncher et sans arrogance. « Est-ce que seules les réponses qui conviennent au goût de votre Altesse sont considérées comme correctes? Les réponses se trouvant-elles uniquement dans les livres? Tout dans le monde est une question, et tout dans le monde est une réponse. Dans l'apprentissage, il faut éviter deux choses, l'arrogance, croire que l'on possède toutes les réponses, et juger toutes les questions en se basant uniquement sur son propre point de vue. » Le prince héritier n'était pas inintelligent. Voyant le défi de Éoyom, il reconnut un véritable professeur. Immédiatement, le prince héritier s'inclina, montrant son respect pour Éoyom. Tout cela a été entendu par le roi et les fonctionnaires de la cour à l'extérieur. Le roi avait désespérément besoin de personnes loyales comme Éoyom pour contrer les forces hostiles. La nouvelle du respect du prince héritier pour son tuteur parvint rapidement à la princesse. Cela piqua grandement sa curiosité pour la personne qui avait fait s'incliner son frère arrogant. Elle voulait le voir. Juste au moment où le prince héritier et Éoyom quittaient le bureau pour manger, la princesse l'aperçut. Et je ne pouvais pas oublier Éoyom. Éoyom demanda à son père de lui permettre d'étudier avec le prince héritier, mais elle refusa. Le conseiller d'État Diaéom, neveu de la reine douairière, a profité de cette occasion pour proposer au roi de trouver un compagnon d'études pour la princesse. Le roi s'enquit des candidats appropriés. Un autre fonctionnaire puissant suggéra immédiatement la fille du conseiller d'État Diaéom. Bokeom. De toute évidence, Diaéom avait prévu cela à l'avance, dans le but de placer sa fille dans le palais, pour s'assurer la position de princesse héritière. Le roi l'a compris. Il a accepté la proposition, puis a profité de l'occasion pour inclure la fille du grand érudit, Yeonwu, en tant que compagnon d'études de la princesse. Cet arrangement fit prendre conscience à Diaéom et à la reine douairière de l'intention du roi de limiter l'influence de la reine douairière à la cour. Ils devaient accélérer leurs efforts pour assurer la position de Bokaéom en tant que princesse héritière. Pendant ce temps, quelqu'un effectuait un rituel pour un ami décédé. C'était la sorcière royale actuelle, une amie proche de la sorcière décédée. Avant son exécution, la sorcière lui avait demandé de protéger une fille. Mais maintenant, elle ne connaissait même pas le nom de la fille. Alors que Yeonwu descendait de la calèche, la sorcière qui se tenait à proximité haletait. Elle voyait clairement l'avenir de la jeune fille, le visage d'une reine légendaire. Immédiatement après, un autre palanquin arriva aux portes du palais. C'était Bokaéom, la fille de Diaéom. La sorcière a également vu le destin de cette fille et s'est souvenue de ce que son ami avait dit il y a 13 ans. Plus tôt, Joséon aurait 2 lunes, 2 reines. Maintenant, tous deux se tenaient devant elle. Tous les trois entrèrent ensemble dans le palais. Les 2 filles s'agenouillèrent devant la reine douairière. La sorcière se tenait derrière un écran.
Il s'est avéré que la reine douairière avait orchestré cette réunion pour déterminer quelle fille détenait le destin de la future reine. Bokaeom, la fille de Diaeom, n'avait pas ce destin, mais pouvait fermement s'emparer de ce poste. Yeonwu, la fille du grand érudit, possédait le destin de la reine mais portait un présage mortel. À la fin de la réunion, la reine douairière convoqua la sorcière pour s'enquérir de là. Résultat. La sorcière félicita la reine douairière, disant que tout se passerait comme prévu, que Bokaeom deviendrait la maîtresse du palais. La sorcière savait qu'elle devait répondre de cette façon, sinon Yeonwu ne survivrait pas à la. Lendemain. Comme Bokaeom appartenait à la famille de la reine douairière, elle et Diaeom avaient prévu d'apporter Bokaeom dans le palais pour interagir avec le prince héritier, en lice pour le poste de princesse héritière. Assurer la position de la future reine renforcerait le pouvoir de la famille. La sorcière partit avec une expression grave. Il y a 13 ans, son ami lui avait demandé de protéger une jeune fille destinée à devenir reine. Cette fille était Yeonwu. Pendant qu'ils attendaient, la princesse Yeonwu et Bokaeom ont commencé à converser. Yeonwu voulait être amie, mais Bokaeom a montré du dédain. Elle a rappelé les instructions de son père, au palais, se faire des ennemis est tabou. Ne révélez jamais vos vraies pensées, surtout à vos ennemis. Bokaeom a rapidement changé d'expression, disant qu'ils devraient veiller l'un sur l'autre dans le futur. Plus tard, les deux ont commencé leurs études avec la princesse. Parce que la princesse favorisait Hyoyeom, le frère de Yeonwu, elle montrait naturellement plus d'affection vers Yeonwu. La froideur de Bokaeom intensifia son ressentiment. Tous trois rencontrèrent le roi. Le roi raconta une histoire ancienne et demanda aux deux filles sa signification. Bokaeom, principalement éduqué dans les vertus des femmes et peu dans la littérature, ne pouvait pas répondre. Yeonwu répondit. C'est l'histoire de Wangang, un fonctionnaire renommé de la dynastie Han. Dans le contexte actuel, Votre Majesté veut probablement que nous comprenions que nous devrions ne pas révéler ce que nous voyons dans le palais. En entendant cela, le roi hocha la tête en signe d'approbation. Dans son cœur, il avait accepté Yeonwu comme sa belle-fille. Bokaeom était furieux. Diaeom a été témoin de tout cela. De retour chez lui, il a réprimandé sa fille pour son inefficacité. Bokaeom s'est défendu. Yeonwu a des liens profonds au sein du palais. La princesse aime son frère, elle gagne donc naturellement les faveurs de la princesse. De plus, quelqu'un de lignée royale, Liachin, a écrit à Yeonwu. Diaeom n'arrivait pas à y croire. Il répéta le nom. Bokaeom a répondu Liachin, car elle avait secrètement lu la lettre. Le lendemain, Diaeom se précipita au palais pour voir la reine douairière. Ils apprirent que le prince héritier et Yeonwu se connaissaient déjà. Ils devaient agir rapidement. Ils ne pouvaient pas laisser la position de la princesse héritière tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Pour rencontrer Yeonwu, le prince héritier demanda à l'eunuque de lui envoyer une lettre, mais l'eunuque. Je l'ai envoyée par erreur à Bokaeom. Bokaeom apporta la lettre dans les quartiers du prince héritier. Le prince héritier se retourna et découvrit que ce n'était pas Yeonwu. Il était tellement surpris que ses yeux ont failli éclater. Après s'être excusé, le prince héritier est parti précipitamment. Bokaeom, cependant, resta calme, laissant délibérément la servante du palais l'avoir quitté le quartier du prince héritier. Comme elle l'avait prévu, la nouvelle se répandit rapidement dans le palais. Apprenant que le roi avait convoqué le prince héritier, malgré les explications du prince, il était toujours réprimandé pour ses sentiments, qui pouvaient faire de Yeonwu une victime de la courtoisie. Lotz. En entendant cela à la cour, le prince héritier semblait comprendre, mais il ne pouvait pas renoncer. Ses sentiments pour Yeonwu. Le roi s'est rendu compte de la nécessité de choisir rapidement une princesse héritière pour éviter d'autres problèmes. Quelques jours plus tard, le roi décrète l'interdiction nationale du mariage des filles âgées de 12 à 16 ans. Les préparer à la sélection de l'épouse du prince héritier. Ce soir-là, le palais a organisé un grand banquet de célébration avec la sorcière royale. Un rituel. Elle apparut au banquet comme si son âme avait quitté son corps, avertissant Yeonwu de s'échapper rapidement et éviter la sélection. En un éclair, tout est rentré dans l'ordre. Yeonwu ne pouvait plus trouver la sorcière. Un homme masqué est apparu et l'a emmené à l'écart. Enlevant son masque, il se révéla être le prince héritier. Il exprima ses sentiments sincères pour Yeonwu, résolvant leur malentendu précédent. Elle ne s'est pas présentée, elle voulait participer à la sélection.
À ce moment, Yong Mayon, qui aimait Yeonwoo, et Bokayon, qui aimait le prince héritier. Ils observaient tous les deux de loin. La concurrence pour le poste de princesse héritière s'intensifia. Pour la première fois de sa vie, le prince Yong Mayon adressa une pétition à son père, demandant une femme. Étonnamment, il a explicitement déclaré son désir d'épouser Yeonwoo, la fille du grand érudit. Le roi était stupéfait, car le prince héritier Li Wan venait de faire la même demande. Lui aussi désirait Yeonwoo. Le roi a réprimandé le prince héritier pour avoir trahi les principes fondamentaux de l'État. La sélection de la princesse héritière avait un processus établi. Toutes les décisions revenaient à la reine douairière, chef du palais. Cependant, le prince héritier savait que la reine douairière manipulerait sans aucun doute le processus. Donner le poste à la fille de Lee Hae-young. À ce moment-là, toute la cour bourdonna de la nouvelle que Bokayon deviendrait la maîtresse des quartiers du prince héritier. Le prince héritier négocia avec le roi. D'abord, il réformerait le processus de sélection, puis le roi procéderait à une sélection équitable. Le roi voulait également voir comment le futur héritier vaincrait la reine douairière. Par conséquent, il a accepté. Maintenant, le grand prince Yong Mayon a également demandé le mariage. Le roi, naturellement, refusa. Yong Mayon quitta le palais désespéré. Deux fils aimant la même fille troublèrent le roi. En quittant le palais, il rencontra la princesse Minutois. Elle a fait une demande inhabituelle. Après quelques circonlocutions, Minutois a dit « J.I. Grandi. S'il vous plaît, père, arrangez mon mariage. » Et elle a choisi Yeoyom, le frère de Yeonwoo, comme elle l'avait prévu. Cela surprit le roi, qui refusa immédiatement. Yeoyom était l'érudit que le roi avait choisi comme le plus remarquable, qu'il désirait, pour soutenir le prince héritier contre l'influence de Lee Hae-young à l'avenir. Si Yeoyom se mariait, selon le règlement, il ne pouvait plus occuper de fonctions politiques à la cour. La princesse, incapable de comprendre cela, fondit en larmes. Cela inquiétait beaucoup le roi. La famille de Yeonwoo était également dans une situation difficile. Yeoyom a conseillé à sa sœur de ne pas participer à la sélection, car Bokayon était déjà choisi. Si Yeonwoo tentait de participer et échouait au tour final, elle ne pourrait pas. Mariez-vous et vivriez une vie solitaire. Mais Yeonwoo ne voulait pas abandonner le prince héritier. De même, le prince héritier ne voulait pas abandonner Yeonwoo. Le prince héritier n'attendit pas les bras croisés. Il a convoqué quelqu'un. Cette personne était le chef du Seongjungwan, le bureau des érudits de l'État. Parce que les érudits avaient un fort sens du patriotisme, ils ne voulaient pas voir les puissants. Des familles nobles s'adonnant à la corruption et à l'ingérence politique. Avec le soutien du prince héritier, le lendemain, un groupe d'érudits s'est réuni devant la porte du palais pour demander au roi de supprimer l'interférence de l'extérieur. Force et faire un choix équitable pour la princesse héritière. Le roi lut la lettre et se rendit compte que la princesse héritière avait enfin grandi. Cette manœuvre, utilisant le pouvoir d'autrui pour s'opposer à la reine-mère et profitant du public. L'opinion de contenir les forces des parents maternels n'était vraiment pas mauvaise. Le roi en profita également. Tôt le matin, devant tous les fonctionnaires, le roi approuva la lettre des savants. Le choix de la princesse héritière briserait la règle traditionnelle décidée par le reine-mère. La compétition serait supervisée par le roi et les officiels pour assurer l'équité. En apprenant la nouvelle, la reine-mère ne put la supporter. Elle alla trouver le roi et lui demanda d'annuler l'ordre. Le roi semblait parler doucement, mais en fait il était très déterminé. Dans son cœur, il ne pouvait supporter que les parents maternels, conduits par la reine-mère, fassent tout ce qu'il voulait. La reine-mère a évoqué l'incident il y a 13 ans. Sa famille aida le roi à consolider son pouvoir. Le roi commença à se mettre en colère. À cette époque, le prince Woo-young, le frère du roi, a été injustement tué. Le roi n'a pas pu éclaircir la vérité, car afin de protéger sa mère, il a accompli son devoir filial. La reine-mère ne pouvait rien dire de plus. Enfin, le roi affirma que la sélection de la princesse héritière se ferait de manière équitable. La reine-mère était extrêmement en colère et retourna dans son palais. Elle décida qu'elle ne s'arrêterait pas à se battre pour le poste de princesse héritière cette fois-ci. La situation tendue à l'intérieur et à l'extérieur du palais n'était pas meilleure. La mère de Young voulait ajuster ses gestes et ses actions. En regardant sa fille, elle versa des larmes. Tout le monde savait que Young pourrait ne jamais revenir. Pourquoi sa fille était-elle toujours aussi têtue?
La mère serra Yong-woo dans ses bras. En marchant vers l'arrière-cour, elle regarda la lune dans le ciel. Yong Ma-ing s'approcha lentement. Il est venu dire au revoir à Yong-woo. Il ne voulait pas voir la fille qu'il aimait échouer dans la sélection et finir par vivre seul pendant le reste de sa vie. Yong Ma-ying a dit à Yong-woo que si elle était d'accord, il pourrait l'emmener loin, vivant avec un nouveau nom. Pas besoin de la position de prince, juste Yong-woo. Mais Yong-woo pensait juste que c'était une blague. Yong Ma-ying a souri et a dit que ce n'était vraiment qu'une blague. Après avoir béni Yong-woo, Yong Ma-ying est parti. La sélection de la princesse héritière avait commencé à temps. Après 2 tours de sélection, sur des milliers de filles, il n'en restait plus que 3 en finale. Rond. Le roi posa une question personnelle. Il a demandé aux filles, si je devais convertir ma valeur en argent, combien cela coûterait-il? La première fille, qui ne comprenait pas l'argent, a dit une série de chiffres allant de millions à milliards. Ensuite, Bokyang a répondu très éloquemment, la vertu du roi est aussi vaste que les montagnes et les mers, et ne peut pas être mesurée par l'argent. Ce n'est que lorsqu'il y a quelque chose qui peut mesurer la hauteur du ciel et la profondeur de la mer, peut-on mesurer la vertu du roi. Cette réponse a été considérée comme parfaite. Le roi et la reine-mère souriaient tous les deux. Finalement, Yong-woo a répondu, la valeur du roi est une histoire. Les fonctionnaires et le roi furent tous surpris. Yong-woo a expliqué, pour les gens, une histoire est plus grande que le ciel. Le roi est le ciel du peuple. Ces politiques bienveillantes permettent à chacun d'avoir une histoire. Par conséquent, il est un conte, le père du peuple. Cette réponse plut beaucoup au roi. Yong-woo a remporté la sélection. Mais la reine-mère n'était pas contente. Yong-woo n'était pas sa personne. Elle voulait se débarrasser de la fille. Insatisfaite du résultat, la princesse Minghua, qui aimait le frère de Yong-woo, lui demanda mère de supplier le roi de révoquer la décision. Elle a menacé de mourir si elle n'épousait pas la personne qu'elle aimait. Mais la reine ne lui a pas cédé et l'a grondée. Ainsi, Yong-woo est devenue avec succès la princesse héritière. En entendant cette nouvelle, le prince héritier fut fou de joie un après-midi, il a envoyé un cadeau à Yong-woo. Les 2 petits amoureux étaient plongés dans des moments heureux, attendant le jour où ils allaient officiellement devenir mari et femme, mais ils ne savaient pas que le temps heureux était compté. Peu de temps après, dans la soirée, la reine convoqua la chamane nationale avant le mariage. La princesse héritière était protégée par les hommes du roi, de sorte que l'empoisonnement ou l'assassinat était impossible. Elle demanda au chaman d'utiliser la magie pour éliminer Yong-woo. Le chaman était très embarrassé parce que un ami proche lui avait demandé de protéger Yong-woo, mais la reine-mère menaça d'éliminer le palais des étoiles, ne laissant au mage d'autre choix que de faire des compromis par une nuit sombre, la reine douairière. Je suis allé au pavillon étoilé, portant les informations de naissance de Yong-woo, un sorcier brûla le information et a commencé un sort, une colonne de fumée noire s'élevait du brûleur d'encens. Franchissant instantanément les portes du palais et entrant dans les chambres de Yong-woo comme un corps, Yong-woo rampa lentement vers la porte, mais finit par s'effondrer, et la fumée noire. Débauchée, la reine douairière demanda au sorcier si l'acte avait été accompli, il a répondu que Yong-woo tomberait gravement malade et mourrait. La reine ouvrit la porte pour révéler la princesse tremblante de peur. Le sort nécessitait un sacrifice pour maudire Yong-woo. La princesse elle-même, la princesse avait. Il a conclu un accord avec la reine douairière en échange de sa participation, la reine douairière. Aidez-la à gagner Eoyom, l'homme qu'elle aimait. À partir de ce moment-là, Yong-woo était alité et incapable de se lever. Tous les médecins royaux furent déconcertés par sa maladie. Comment quelqu'un d'aussi gravement malade a-t-il pu se marier? Le prince héritier, quelques jours plus tard, lors d'une audience du tribunal, le débat sur Yong-woo. La candidature en tant que princesse héritière a commencé. Di Hae-young a mené la charge, arguant que la maladie la rendit inapte à porter la lignée royale, exigeant son remplacement. Le roi, bien que regrettable, a concédé, citant Lee Won-yong-woo fut banni du palais. La couronne. Le prince, en pleurs, se précipita vers elle, mais fut arrêté par des gardes, témoins de son sacrifice bien-aimé. À intrigue de cour, la reine douairière regardait de loin. Elle et Di Hae-young avaient tout orchestré. Pour s'assurer de l'allégeance du prince héritier, ils devaient le garder fermement sous leur emprise. Elle convoqua le prince héritier, lui disant qu'il devait obéir aux règles du ciel. Il a demandé quelles étaient ces règles. Elle a répondu que Yong-woo devrait vivre une vie normale et heureuse.
C'était la règle du ciel parce que le prince héritier avait interféré avec sa sélection comme couronne. Princesse violant la règle du ciel, elle tomba malade, même la famille de Yonghwo pourrait être complètement détruite pour avoir dissimulé sa maladie. La reine douairière avait pour but de l'utiliser pour faire du prince héritier. Se conformer, tout accepter, mais comment pouvait-il abandonner si facilement? La famille de Yonghwo. Elle a consulté de nombreux médecins, mais aucun n'a pu diagnostiquer sa maladie. Son état s'est aggravé. Son père, désemparé, arpentait sa cour. Soudain, un sorcier apparut, affirmant qu'il pourrait diagnostiquer la maladie de Yonghwo. Désespéré, le père a accepté. Le sorcier examina Yonghwo et l'informa qu'elle souffrait d'une maladie incurable, destinée à s'aggraver. Agonie, plutôt que de voir sa fille souffrir, il devrait mettre fin à ses jours plus tôt. Le père de Yonghwo était. Je me suis retrouvé avec un choix impossible pendant ce temps. Chez Baekhyun, elle a demandé à son père s'il avait tué Yonghwo. Dayang répondit, si tu veux devenir princesse héritière, mets de côté la compassion et la culpabilité, je m'occupe de tout. Le lendemain, à la demande de Dayang, les responsables de la cour pressèrent le roi de choisir une nouvelle princesse héritière. Le roi, bien qu'affligé, je ne pouvais pas refuser. En entendant cela, le prince héritier se leva pour supplier le roi de révoquer le ordonné, mais un fonctionnaire du tribunal lui a conseillé d'abandonner. Il a expliqué que ce serait futile et ne donner à Dayang que plus d'effet de levier. Le prince héritier ressentit une vague de colère. Il ne pouvait pas protéger la femme qu'il aimait. Cette nuit-là, il quitta secrètement le palais et se rendit dans la chambre de Yonghwo. Pleurant et s'excusant, il lui a donné une épingle à cheveux phénix, espérant qu'elle la protégerait Yonghwo. Aussi, il a pleuré et a fait ses adieux au prince héritier. Le lendemain, Yonghwo cracha du sang. Son état se détériore rapidement. Son père, ne pouvant plus le supporter, finalement, il a décidé de suivre les conseils du sorcier. Elle but le poison que son père avait préparé, le réconforter et lui dire de ne pas s'affliger. Des larmes coulant sur son visage. Son père l'appela par son nom, Yonghwo, mais elle était partie cependant, à l'insu de tous, pour Yonghwo. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ après que la famille l'ait enterré cette nuit-là. Le sorcier arriva et ouvrit sa tombe. Le bruit de la pelle dérangea Yeonghwo en elle. Cercueil désorienté, elle ne savait pas où elle était. L'air s'est raréfié, l'obligeant à battre sur le cercueil. À ce moment-là, quelqu'un s'est approché par derrière. Le sorcier se retourna. C'était la servante de Yonghwo. Avec leur aide, Yonghwo vit à nouveau la lumière du soleil. Cependant, lorsque Yonghwo réveillée le lendemain, elle avait complètement perdu la mémoire, ne se reconnaissant ni elle-même ni sa servante. Cette amnésie soulagea grandement le sorcier. Elle a dit à Yonghwo qu'elle l'avait trouvé dans la rue, gravement malade, et avait utilisé la magie pour la guérir, d'où la perte de mémoire. À partir de ce moment-là, Yonghwo la suivrait et deviendrait un sorcier. Elle lui a donné le nom de Gon, qui signifie lune. Yonghwo. Sans autres options, je ne pouvais qu'accepter. La sorcier démissionna de son poste et, avec Yonghwo, départ de la capitale en direction du sud. Le prince héritier, qui aimait profondément Yonghwo, ignorait toujours que il vivait chaque jour dans un désir brumeux et sans direction. Le prince Yongmyung le trouva, souffrant de la perte du prince héritier, qui avait perdu Yonghwo à cause de son égoïsme et de sa faiblesse. Le prince héritier a toujours prétendu aimer Yonghwo, mais lorsqu'elle fut chassée du palais comme une criminelle, qu'a-t-il fait? Lorsqu'elle a souffert d'une douleur inimaginable, lorsqu'elle a été enterrée sur la terre froide, et maintenant, avec sa famille confrontée à l'exil, le prince héritier ne restait que silencieux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il découvrit que son frère aimait aussi profondément Yonghwo. Après des aveux, Myongin disparut et le prince héritier jura de protéger Yonghwo dans sa prochaine vie. Une nouvelle princesse héritière a été rapidement installée, une manœuvre réussie orchestrée par la douairière. La reine Baekhyun. Le jour de leur mariage, une forte pluie tomba, comme si elle pleurait le sort de Yonghwo. Le prince héritier attrapa les gouttes de pluie dans ses mains, il ne pouvait pas l'oublier. 8 ans ont passé. Le prince héritier monta sur le trône, devenant roi, tandis que Baekhyun devint reine encore. La grande impératrice douairière restait une présence puissante, et la cour était toujours contrôlée par Dian et ses disciples. La haine du roi envers l'influence de Diliang entraîna un rhume. Mariage sans enfant avec la reine. La position de Baekhyun restait précaire. Dian négociait avec la grande impératrice douairière, suggérant au roi de se retirer temporairement de la politique. Pour récupérer dans un palais périphérique. Refusant d'abord, le roi fut contraint par la grande douairière. La grève de la faim de l'impératrice la reine supplia également la grande impératrice douairière, s'agenouillant devant ses chambres et implorant le pardon du roi. En apprenant la nouvelle,
le roi arriva rapidement. Aidant Bokyung à se lever, puis murmura un commentaire moqueur sur son affichage artificiel. De la vertu et de la piété, il se souvint de ses vœux de mariage, elle et sa famille recevraient tout. Elle désirait, mais jamais son cœur à l'insu de la reine. 8 ans plus tard, Yonwoo avait décédé, devenant un fantôme Gon, sur le point de revenir de l'autre côté, et Seo approchait. Un chaman qui dirigeait un rituel a reçu une lettre d'une diseuse de bonne aventure, prédisant un changement dans la énergie céleste et demandait une rencontre. Le chaman laissa Gon et Seo derrière lui, s'en allant rapidement. Libérées de leur obligation, les deux filles ne se précipitèrent pas vers la montagne, mais se promenèrent à travers le ville. Pendant ce temps, le roi, forcé par la grande impératrice douairière de quitter le palais pour se faire soigner. Arrivé dans la ville, les gens faisaient la queue pour le voir, impatients d'apercevoir le roi Gon et Seo également. Je suis allé regarder un papillon, a attiré l'attention de Gon la suivant. Elle se leva et, par inadvertance, j'ai vu le roi. Elle se figea, un sentiment de familiarité l'envahissant, les larmes coulaient de manière incontrôlable. Sa femme de chambre pressa Gon de s'agenouiller, mais Gon l'ignora. Seo a éloigné Gon alors que les soldats les poursuivaient. Et des fragments de souvenirs flous refirent surface dans l'esprit de Gon, ils se sont échappés dans un endroit isolé. Le roi, cherchant à mieux comprendre la situation de son peuple, fut éclipsé par les hommes de Dayang. Pour les secouer, il prit sa garde personnelle, jeune à la tombée de la nuit, une épaisse. Le brouillard les enveloppa, faisant perdre son chemin au roi. Une silhouette a émergé, il aperçut vaguement un jeune. Ouais, mais ce n'était pas elle. Gon et Seo invitèrent le roi dans leur maison, il ne pouvait pas prendre son. Les yeux éteints, qui ressemblaient fortement au Yonwoo de sa voix passée, de ses manières et de ses gestes passés. Le roi leva sa coupe et la but. Gon dit aux gardes. Comment pourriez-vous laisser le roi boire en premier? Et s'il était empoisonné? Le roi attira alors Gon près de lui et lui demanda comment elle connaissait son identité. Il espérait que Gon révélerait. Elle était elle-même Yonwoo, mais elle a expliqué qu'elle avait vu le cortège royal du roi plutôt que jour. Le roi fut profondément déçu alors que le brouillard se dissipait peu à peu. Révélant le clair de lune, le roi retourna dans ses appartements, désespéré. Peu de temps après, le roi retourna dans la capitale. En sortant du palais, il découvrit que Kim Song avait enrôlé de nombreux jeunes hommes sous prétexte de construire un palais pour les célébrations de l'anniversaire de l'impératrice douairière, accompagnées de détournements de fonds généralisés. Il a ordonné à Kim Song de soumettre immédiatement une liste de toutes les dépenses et factures. Intention de mener une enquête approfondie. Kim Song, un homme de Di Hae-young, entraverait certainement l'enquête. Di Hae-young s'approcha du chaman de la Jing-suk la nuit, demandant une malédiction pour affliger le roi de maladie. Le roi tomba en effet malade, et même les médecins royaux ne purent en déterminer la cause. La reine le rapporta à la grande impératrice douairière, ignorant les actions de Di Hae-young. Elle a suggéré que si l'aide humaine échouait, il devrait s'en remettre à la puissance divine, ordonnant la recherche. Pour un chaman, après l'incident précédent avec les étrangers, Gon ne souhaitait plus rester sur la montagne et est descendu à la recherche de son propre chaman. À l'époque, les représentants de la grande impératrice douairière arriva, invitant le chaman à revenir au palais de Jing-suk, mais elle refusa. De manière inattendue, ils ont kidnappé Gon en tant qu'otage en chemin. Gon s'est échappé et, par coïncidence, rencontré le prince Yongmyeon, qu'il a immédiatement reconnu comme Yeonwoo du passé. Bien qu'elle n'en ait aucun souvenir, ceux qui poursuivaient Gon arrivèrent. Manguin a permis à Gon de s'enfuir, mais elle a quand même été capturée et il a été blessé. Gon a été emprisonné au palais de Jing-suk. Un fonctionnaire rapporta à la reine, suggérant que l'utilisation de Gon en tant que chaman pour protéger le roi était leur tâche la plus importante. Craignant la désapprobation du roi, la reine ordonna aux médecins royaux de droguer son thé. Cette nuit-là, le Gon, préparé par un serviteur du palais, fut amené dans les appartements du roi. D'un, qui se tenait là, réalisa que ce n'était pas le chaman qu'ils avaient rencontré lorsqu'ils étaient perdus. Il posa sa main sur son épée, observant le roi endormi qui appelait le nom de Yeonwoo. Des larmes coulaient dans ses yeux. Gon tendit la main et toucha le roi. Deux personnes qui s'aimaient autrefois étaient maintenant proches, mais incapables de se reconnaître. Peut-être le plus grand chagrin après cette nuit, l'état du roi s'améliora considérablement. La nuit précédente, il avait senti quelqu'un près de lui, mais lorsqu'il s'est renseigné, les fonctionnaires du tribunal ont. Il l'attribue au sort du chaman. Le roi ne savait toujours pas qu'il s'agissait de Yeonwoo. Les servantes du palais furent stupéfaites par la transformation du roi autrefois froid, qui possédait maintenant un sourire radieux et traitait les autres avec gentillesse.
Au cours de la première après-midi, les chefs de famille ont remis un registre au roi. Bien qu'ils n'aient trouvé aucune preuve directe, ils soupçonnaient Dian et ses complices. La conscription de tant d'hommes forts n'était pas pour la construction de palais, mais pour l'entraînement militaire. Lorsque l'esprit du roi s'améliora, le chaman vint au palais de Jingsuk pour prendre Gon. Seulement pour rencontrer la grande impératrice douairière, qui interdit le départ de Gon. Besoin qu'elle continue à protéger le roi. Le chaman, n'ayant pas le choix, accepta de retourner au palais de Jingsuk. Après le départ de la grande impératrice douairière, le chaman réprimanda Gon pour sa désobéissance. Et des troubles, Gon a expliqué qu'elle essayait seulement de protéger le roi. Le chaman s'effondra, apparemment résigné à un destin qu'aucun des deux ne pouvait changer. Mais avant d'arriver à l'issue finale, un chemin épineux restait, qu'il fallait parcourir seul. Une mère s'est réveillée d'un rêve terrifiant, elle avait rêvé que sa fille mourait au milieu de la nuit. Le choc a été immense, mais à son réveil, elle a trouvé sa fille supposée décédée assise. À côté d'elle, toujours inquiète, la mère a remarqué les vêtements légers de sa fille par temps froid. La mère et la fille s'embrassèrent, se caressant le visage. « Mère, s'il te plaît, reste en bonne santé », murmura la fille. La mère réalisa que tout cela n'avait été qu'un rêve conjuré par une sorcière, Gon, qui avait envoyé Yonvu dans les rêves des autres pour une seule journée. Plus tôt, Gon avait été convoqué dans les appartements du roi pour soigner son étrange maladie. Voyant la peur du roi, Gon utilisa ses méthodes pour le réconforter. Mais soudain, elle s'est réveillée et a trouvé une femme à côté d'elle. Le roi s'assit, immobilisant la femme. Et a convoqué des gardes, il a exigé de connaître son identité, elle a expliqué qu'elle était une sorcière. Protéger le roi, un esprit gardien pour l'aider à naviguer dans les courants perfides du pouvoir courtois. Le roi, cependant, n'était pas convaincu, la femme ressemblait à son amant défunt, Yonvu, et il la soupçonnait d'être une espionne ennemie, utilisant son apparence pour le séduire. Il ordonna avec colère son emprisonnement cette même nuit. La reine Bokyang rêvait également de Yonvu. Lorsqu'elle était enfant, elle se réveilla terrifiée, se confiant à son père. De ses rêves récurrents de Yonvu et de l'amélioration de la santé du roi, grâce à la sorcière Gon. Bien qu'elle ne sache pas que Gon était Yonvu, elle s'inquiétait même une humble sorcière. Un proche conseiller l'a averti que cela pourrait constituer une menace importante. Pendant ce temps, des fonctionnaires de Baran accusèrent à la hâte Gon de trahison, dans l'espoir de la déshonorer et de la bannir. Le roi a immédiatement renvoyé des personnes de confiance pour enquêter sur le passé de Gon. Ils découvrirent qu'elle était une sorcière enregistrée de l'Assemblée étoilée. Non affiliée à la faction de Diaying soulevée, le roi envoya immédiatement des ordres. Pour annuler la punition de Gon. Pourtant, l'image de Yonvu restait profondément gravée dans son esprit. Il comprenait que cette femme, qui ressemblait tellement à Yonvu, apporterait une expérience unique. À sa vie, Gon a été autorisé à reprendre sa position de sorcière protectrice du roi. La reine, apprenant cela, se rendit au quartier du roi et, en regardant à travers une porte ouverte, le roi regarda Gon réprimant sa fureur. La reine retourna au palais, où elle explosa depuis 8 ans, le roi n'avait pas. Il la touchait, mais maintenant il montrait de l'affection pour une sorcière. Gon regarda le roi dormir. Remarquant qu'il rêvait parfois d'elle un jour, un garde remit une lettre trouvée près de Gon. Quartier du roi surpris, il trouva l'écriture de Gon étonnamment similaire à celle de Yonvu. En cette nuit-là, Gon est de nouveau venu le protéger, il s'enquit des origines de Gon ayant perdu sa mémoire d'enfant, elle ne la connaissait pas. Le roi, consumé par un mélange de nostalgie et de confusion, l'interrogea-t-elle les yeux remplis de larmes. Gon insista, malgré la ressemblance. Elle n'était pas la femme qu'il recherchait. Le roi, cependant, a eu du mal à lâcher prise. Il a fouillé des documents datant de 8 ans auparavant, découvrant peu d'informations concernant la mort de Yonvu. Seulement 3 mots, mort de maladie. Cette maladie, cependant, était trop soudaine si elle était tombée malade. Avant sa sélection, sa famille n'aurait pas été impliquée. Si après, elle n'aurait pas été expulsée du palais, cela alimentait sa détermination à enquêter davantage. Il soupçonnait le roi précédent, l'astucieux roi a dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas et a enquêté. Ainsi, il quitta secrètement le palais pour chercher cette personne, mais fut évité. Cela n'a fait que renforcer la croyance du roi que la mort de Yonvu cachait une vérité cachée. Il a laissé un message demandant un réunion. Le destin, dit-on, est miraculeux. Le roi et ses serviteurs se promenèrent dans les rues pour se soulager. Le stress, la rencontre inattendue d'un Gon errant sans but. Gon a été captivé par une laque chope, déclenchant des souvenirs faibles et troublants qui ont failli la faire s'évanouir. Heureusement,
Le roi l'attrapa avant qu'elle ne tombe au cours de leur conversation informelle. Le roi avoua à se sentir fatigué et endolori partout, ce qui implique que les sorts de protection ne fonctionnaient pas inquiets. Gon s'enquit anxieusement de sa santé. Cette manifestation inattendue d'attention troubla le roi, qui lui fit précipitamment ses adieux et se prépara à retourner au palais avant qu'il ne puisse aller loin. Gon a rencontré deux adultes qui réprimandaient durement un enfant. Intervenant gentiment, elle supplia. Il devait s'arrêter, mais les adultes restaient inflexibles, ordonnant même à leurs serviteurs de s'emparer du Gon juste. Puis, le roi apparut de façon spectaculaire, une scène de sauvetage héroïque se déroulant alors qu'il prenait la main de Gon, et s'est enfui avant d'être allé loin. Ils ont été attirés par un spectacle de marionnettes dans la rue Le. Les organisateurs les ont attirés dans le public. Le roi a rejeté le spectacle de marionnettes comme étant frivole, mais Gon. J'ai trouvé ça délicieux. Observant l'expression captivée de Gon, le roi songea que si Yonho était encore en vie, elle aussi aurait apprécié de tels spectacles de marionnettes romantiques à ce moment-là. Crown. Le prince Yongmyung, qui cherchait Yonho, passa par là voir le roi et Gon. Se regardant intensément, les yeux débordant d'émotion, il s'en alla silencieusement dans la tristesse. Il y a 8 ans, il avait été prêt à renoncer à son titre princier, à sa position, à tout ce qu'il avait fait. Juste pour être avec Yonho, mais elle l'avait traité comme une blague. 8 ans plus tard, il abandonnait tout pour Yonho, croyant que cette femme est elle maintenant. Cependant, il n'avait plus une chance. Le roi lui avait tout pris. Plus tard, il chercha Gon, prononçant une série de phrases incompréhensibles avant de partir. S'il l'aimait vraiment, semblait-il sous-entendre, il le ferait. Laissez-la décider. L'anxiété de la reine grandissait de jour en jour à mesure qu'elle contemplait Gon. Elle avait l'intention de discuter l'affaire avec la grande reine douairière, mais à son arrivée, elle a rencontré à l'improviste le départ de Gun. Gon, sentant la présence de la reine, avait déjà signalé à la grande reine douairière, suggéré de remplacer le Gon par une dame de la cour pour favoriser une meilleure relation entre le roi et la reine. Confrontée à la reine, qui remarqua la ressemblance de Gon avec une vieille connaissance, la dame d'honneur la rassura en lui disant qu'il n'entrerait plus dans le palais et pressa la reine. Ne pas causer d'ennui avec la grande reine douairière. Cependant, la reine refusa de céder. Remarquant la détermination de la reine, la dame d'honneur lui demanda quand elle avait entendu pour la dernière fois un enfant pleurer. Le palais de l'Est. Cela changea l'expression de la reine, bien qu'elle ait été reine pendant 8 ans. Des années, elle est restée sans enfant. Elle résolut de poursuivre agressivement la consommation avec le roi. Elle s'est rapprochée de son père, Di-Ayung, une figure puissante de la cour. Elle lui parla de la affection pour Gon, affirmant que Gon était entré dans le palais pour améliorer la santé du roi. Mais lorsque le roi refusa la consommation, il utilisa sa mauvaise santé comme excuse si sa santé était mauvaise. Elle a fait valoir que c'était l'échec de Gon. Di-Ayung l'a immédiatement compris et a suggéré que le roi devrait donner la priorité au pays et à sa famille. Il fallait un héritier. Le roi tomba dans le piège, répétant que sa santé était mauvaise. Di-Ayung s'en est emparé, déclarant que Gon il était dans le palais depuis longtemps, mais n'avait pas réussi à améliorer la santé du roi. Par conséquent, elle devrait soyez puni. Le roi fut momentanément arrêté, mais finit par accepter de consommer le mariage. Cette nuit-là, le roi arriva dans les quartiers de la reine, l'attirant brutalement vers lui. Se préparer à la consommation. Cependant, à ce moment-là, un sorcier a été trouvé en train d'effectuer une magie sur le roi. Une étrange poussée d'énergie a également été ressentie par Gon. Le roi s'effondra soudainement, plongeant le palais dans le chaos. La tentative de la reine échoua. À nouveau, les médecins royaux étaient impuissants, ce qui conduit à ce que Gon soit convoqué une fois de plus pour garder le chevet du roi. Grâce à la protection de Gon, le roi se réveilla enfin. Voyant cela, Gon se réjouit. Le roi a même taquiné Gon de manière ludique, lui demandant si elle craignait qu'il ne tombe amoureux d'une autre femme. La reine, incapable de supporter ces échecs continus, accusa Gon devant la grande reine douairière, réclamant Gon, nourrissant des sentiments romantiques pour le roi, avait secrètement utilisé la magie pour saboter la consommation. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles Gon avait utilisé la magie pour charmer le roi, surpassant ainsi son propre statut. Di-Ayung et ses associés cherchèrent à l'utiliser pour contrôler complètement le roi, emprisonnant par la suite le Gon. Di-Ayung dit à Gon que si elle avouait avoir utilisé la magie pour saboter la consommation en raison de ses sentiments pour le roi, sa vie serait épargnée. Naturellement, Gon a refusé. Une sorcière était un individu de statut inférieur. Et si le roi ressentait de l'affection pour une femme de statut inférieur, les fonctionnaires et les érudits considéraient les actions du roi comme moralement répréhensibles, érodant davantage son soutien au sein de la cour.
Pour forcer Gon à avouer, Dia Young l'a soumise à une torture brutale. En apprenant cela, le roi s'empressa immédiatement d'intervenir précisément pour ce que Dia Young avait espéré. Si le roi emmenait de force Gon, leur relation serait claire et le roi ferait face à des critiques. Cette fois, Dia Young avait complètement manipulé le roi, le laissant retourner au palais le cœur rempli de rage. Une fois de plus, il n'avait pas réussi à sauver la femme qu'il aimait. Pendant ce temps, Gon a enduré d'horribles tortures, un spectacle vraiment déchirant. Malgré la pression incessante de Dia Young, elle a refusé d'admettre avoir utilisé la magie sur le roi. Cependant, Dia Young a ordonné que Gon soit battu jusqu'à ce qu'elle avoue. La sorcière, pendant ce temps, se précipita à la résidence de la grande reine douairière. Utilisant la conspiration vieille de 8 ans pour assassiner Yeonwoo comme levier, menaçant la douairière pour sauver le Gon. La douairière était furieuse, mais à ce moment-là, le roi arriva. La sorcière battit en retraite et le roi supplia la douairière d'économiser le Gon, promettant un remboursement futur. Saisissant l'occasion, la grande reine douairière a accepté. Alors que Gon était sur le point de mourir, Yeongmyung fit irruption, déclarant que la nuit de la tentative de consommation du roi. Lui et Gon étaient ensemble, il a volontairement sacrifié sa réputation pour sauver Gon. La douairière envoya un message secret à Dia Young, lui ordonnant d'arrêter la torture. Cependant, Gon est resté emprisonné. Yeongmyung chercha alors le roi, comme il avait fait il y a 8 ans, demandant la permission de se marier avec le Gon. Le roi refuse, craignant que cela ne nuise à la réputation de la famille royale. Yeongmyung déclara que si le roi le retirait simplement de la famille royale, il renoncerait à tous ses titres et terres. Le roi refusa toujours, craignant que Gon ne lui soit enlevé par un autre. Craignant que son amour pour le Gon ne soit pas à la hauteur de celui d'un autre, tout comme avec Yeonwoo 8 ans auparavant, le prince quitta le palais frustré. Gon a rapidement été reconnu coupable d'avoir enchanté un membre de la famille royale et condamné à l'exil dans les régions frontalières pour s'occuper des soldats et des exilés. Yeongmyung, pour avoir sauvé du Gon, a été ciblé par Dia Young pour avoir terni le nom de la famille royale. Le roi n'était pas d'accord, mais Dia Young a agi le premier et a rapporté plus tard. Stationnant des gardes à l'extérieur de la résidence de Yeongmyung, le plaçant effectivement en résidence surveillée après avoir émis une interdiction de voyager. Yeongmyung se sentait trahi, blâmant le roi pour tout. Le roi rendit visite à Gon en prison, témoin de ses blessures et de ses souffrances insupportables. Il gardait un air calme, voulant la protéger, sa méthode de protection étant de rompre l'attachement de Gon à lui. Il a dit froidement, « Je ne suis venu que pour te voir, maintenant tu peux rester loin de moi. » Après avoir rendu visite à Gon, le roi ressentit du désespoir. Gon lui avait toujours montré de l'amour tacite, mais il ne lui apportait que des souffrances sans fin. Il n'avait jamais prononcé un seul mot chaleureux. La sorcière a vu des signes célestes indiquant que le lien coupé serait divinement restauré. Tout est retourné à sa place d'origine, mais avec un conflit sanglant à suivre. En visitant Gon en prison et en voyant ses graves blessures, la sorcière éprouva des remords et des reproches. Elle se souvint de la promesse qu'elle avait faite à son ami de prendre soin de Yeonwoo, mais elle l'avait laissé souffrir énormément. La sorcière s'agenouilla devant Gon et l'exhorta à se faire confiance, à prendre ses propres décisions. Gon était plus fort et plus sage que quiconque. Elle ferait sans aucun doute le bon choix. Gon a été rapidement emmené à la frontière. Le roi, déguisé, l'escorta secrètement à distance. Alors que les gardes conduisaient Gon à travers les rues animées, les gens environnant la pointaient du doigt et la raillaient, lui jetant des ordures et de la nourriture. À ce moment-là, sa mère aperçut Gon. Perdue dans la foule, la mère de Gon a trébuché et est tombée. Gon se retourna, éprouvant un sentiment inexplicable de perte, une nouvelle séparation entre la mère et la fille. Pendant ce temps, dans le palais, les cris nocturnes d'une jeune fille terrifiaient la reine, qui avait commis de nombreux méfaits. Anxieuse, elle interrogea son domestique, mais celui-ci, déconcerté, ne rapporta aucun bruit inhabituel. Quand la reine s'est regardée dans le miroir, elle a vu une image d'enfance de Yeonwoo. Les cris étranges résonnèrent également dans les oreilles de la grande reine douairière, la remplissant d'effroi. Il pensait qu'il s'agissait du fantôme de l'ancienne princesse héritière. Les responsables de la cour ont suggéré de chercher une sorcière dans l'assemblée étoilée, mais après l'incident précédent, la douairière se méfiait des sorcières. Les responsables ont ajouté qu'ils pourraient trouver quelqu'un pour agir en tant que médium spirituel, une personne vivante entrant dans le palais et pour apaiser le fantôme. Seul Gon pouvait accomplir cela, au péril de sa vie. La grande reine douairière y vit une occasion de ramener Gon dans le palais, l'enfermant dans une pièce avec des charmes protecteurs pour empêcher l'esprit de s'échapper.
La femme était piégée dans une pièce hantée. Cherchant à s'échapper, elle vit que la pièce était remplie de charmes protecteurs et que les vêtements de la princesse héritière décédée étaient sur le sol. Elle a réalisé qu'elle devait être un médium spirituel, un rituel où les esprits des vivants et des morts se heurtaient, détruisant potentiellement les deux. Une éclipse lunaire s'est produite cette nuit-là, dans l'obscurité. La femme vit la princesse héritière défunte assise devant elle, lui demandant ses griefs. La princesse héritière tourna lentement la tête, et à ce moment où leurs yeux se rencontrèrent, la femme se réveilla soudainement, réalisant que tout cela n'était qu'un rêve. Pourtant, sa poitrine était lourde, comme étranglée. Lentement, elle se dirigea vers la porte, de vagues souvenirs refaisant surface, l'éclipse lunaire se terminant. Elle se souvint lentement des événements de 8 ans plus tôt, elle était la princesse héritière assassinée. Cette année-là, elle a trouvé son propre esprit dans cette même pièce. Le lendemain, les fonctionnaires du tribunal ont ouvert la salle. Un garde courageux a vérifié la femme. Elle leva lentement la tête, vivante, mais transformée. Le soleil et la lune se sont alignés. La sorcière sentit le réveil de la lune. Rose, qui avait accompli le rituel du médium spirituel sur le gond, a été transférée dans les régions frontalières. Yong-myung, sachant que le gond serait envoyé là-bas, attendit. Il a vu des gens souffrir et manquer d'argent pour se faire soigner. Une pauvre fille gravement malade. Le prince la sauva, ses vêtements tachés de son vomi. Gon, arrivant en retard, a été témoin de sa gentillesse et de sa compassion. Heureux de la revoir en bonne santé. Gon a secrètement cherché une servante d'enfance, révélant qu'elle avait retrouvé ses souvenirs. Pour protéger Gon, son père lui avait donné des médicaments, et la sorcière l'avait caché dans une tombe. Seule la sorcière et le Séo le savaient, et le gardaient secret pour la protéger. C'était l'anniversaire de la mort de son père. Gon et Séo visitèrent sa tombe, faisant face à son image une fois de plus. Gon était rempli de nostalgie et de reproches. Sa mère et son frère sont également arrivés. La mère de Gon a dit à son frère que leur père avait vécu dans le chagrin et l'autoreproche sur le sort de Gon. En voyant son frère épouser une princesse, il a senti que son devoir était accompli, mais coupable envers Gon, se suicidant. En entendant cela, la princesse laissa tomber les offrandes avec effroi. La mère de Gon a exprimé son amour et sa nostalgie. Gon écoutait derrière un mur, incapable d'approcher sa mère, pleurant silencieusement. Avant de révéler la vérité, elle a hésité, craignant un danger pour sa famille. D'autre part, l'empereur a enquêté sur la possibilité que la mort de Yonghwa il y a des années ait été causée par la magie. Il a immédiatement convoqué une sorcière, mais elle n'est pas allée directement vers lui. Au lieu de cela, elle a d'abord cherché Wol. La sorcière révéla toutes les erreurs qu'elle avait commises. Wol a déclaré que la chose la plus inacceptable était que la sorcière annonce à son père qu'elle était morte. Son père, se blâmant pour la mort supposée de sa fille, s'était suicidé. La sorcière expliqua à Wol qu'elle avait agi en partie pour tenir une promesse faite à un ami décédé de sauver Wol. Et en partie à cause des ordres de l'impératrice douairière. Elle a également révélé qu'un sacrifice était nécessaire pour accomplir la malédiction de la mort. La princesse s'était portée volontaire en sacrifice pour réaliser ses propres souhaits, contribuant ainsi à la malédiction destinée à la mort de Wol. Cependant, la princesse servait également de bouclier à l'impératrice douairière. L'impératrice douairière l'a délibérément impliquée. Même si la vérité était révélée, elle ne pouvait qu'être cachée. Sinon, la princesse ferait face à une punition sévère. Le frère de Wol, le mari de la princesse, était également inévitablement impliqué. Wol connaissait la vérité, mais se sentait impuissant. Elle n'a pas pu le révéler et a énormément souffert de ne pas pouvoir reconnaître sa famille. Le lendemain, la sorcière entra dans le palais pour voir le roi. Le roi demanda si la magie noire pouvait tuer quelqu'un. La sorcière répondit que non. Pour utiliser la magie noire pour tuer quelqu'un, le lanceur devrait sacrifier sa propre vie. Par conséquent, aucune sorcière ne le ferait. Le roi n'était pas convaincu. Si la magie n'était pas responsable de la maladie mortelle de Yeonwu, pourquoi le palais de la nuit étoilée était-il si lourdement gardé à l'époque? Il se souvint soudain de ce que l'enquêteur lui avait dit. Après que Yeonwu ait cessé de respirer, son père l'avait tenu pendant 2 heures et son corps était resté chaud. Au départ, tout le monde attribuait cela à la chaleur corporelle de son père. Mais maintenant, il semblait qu'elle n'était pas vraiment morte. Il a rappelé sa récente froideur envers le monde, essayant de la distinguer du Yeonwu du passé, et maintenant le regrettant profondément. Le lendemain, le roi convoqua à nouveau la sorcière. Ne pouvant plus cacher la vérité,
La sorcière révéla au roi que Wol était le Yeonwu du passé. Toutes les hypothèses étaient devenues réalité. Le roi sortit du palais en trébuchant. Il n'avait pas été capable de protéger Yeonwu dans le passé, et maintenant Wol avait tellement souffert. Il se sentait tout à fait indigne d'amour. L'enquête du roi a également attiré l'attention de Taeyang. Lui aussi fut surpris de se rendre compte de la ressemblance entre le jeune Yeonwu et le Wol actuel. Pour éliminer la menace, il envoya des hommes pour tuer Wol. Le roi trouva Wol, la femme qu'il avait désirée, debout devant lui. Leurs retrouvailles tant attendues ont été marquées par des larmes et des accolades. Voyant cela, Yang Maillon est parti dans l'angoisse. Soudain, un groupe d'assassins vêtus de noir, envoyé par Taeyang, a attaqué. Le roi et ses gardes combattirent les assassins. Dans le chaos, Yang Maillon emmena Wol au temple où résidait sa mère. Avant qu'il ne puisse la présenter, Yang Maillon s'effondra. Après avoir soigné les blessures de Yang Maillon, sa mère reconnut la fille comme étant Yeonwu. Après une confirmation supplémentaire, la mère du prince fut submergée par la tristesse et la douleur. C'était un autre enchevêtrement karmique. Pourquoi Yeonwu? Elle savait que Yeonwu était fiancé au prince héritier depuis l'enfance. Pourquoi elle? Le fait que Yang Maillon abandonne la richesse et le statut pour elle la remplissait de pitié pour la triste romance de son fils. Après avoir échappé aux assassins, le roi retourna au palais, consumé par la rage. Il en voulait à Taeyang d'avoir ordonné son assassinat et n'aimait pas Yang Maillon pour l'avoir emmené. Il a envoyé des hommes pour trouver le Wol et le Yang Maillon. Yang Maillon s'est réveillé pour trouver le loup toujours là, le remplissant de joie. Wol savait qu'il avait découvert son identité il y a longtemps, mais Yang Maillon ne voulait pas accepter la vérité. Il espérait que Wol resterait une sorcière pour toujours. Toute joie ressemblait à un rêve qui s'évanouissait. L'époque où nous vivions une vie normale lui manquait. Wol était reconnaissant envers Yang Maillon pour son soutien indéfectible, mais elle ne pouvait pas satisfaire ses désirs. Elle espérait qu'il trouverait un mariage plus heureux. Alors que Wol se préparait à partir, Yang Maillon lui saisit la main, la suppliant de rester. À ce moment-là, le roi arriva et ordonna l'arrestation de Wol. Il a caché Wol dans une pièce secrète de son palais, impatient de la voir enfin après qu'elle ait changé de vêtements. À ce moment-là, Wol avoua que son cœur lui appartenait. Fou de joie, le roi l'embrassa. Wol et le roi étaient enfin ensemble. Wol était contente de vivre ainsi, cachée du monde, aussi longtemps qu'elle pouvait être avec lui. Cela ne la dérangeait pas d'avoir une vie cachée dans l'ombre, tant qu'elle était à ses côtés. Elle ne voulait pas lui causer de la douleur en révélant la vérité. Ce soir-là, le roi et le Wol se tinrent la main pour la première fois et dormirent l'un à côté de l'autre. Pour prendre la femme des mains du roi, un homme tenait une lame sur sa gorge. Cet homme était le propre frère du roi. Le roi lui dit qu'en le tuant, il gagnerait le trône et la femme qu'il aimait. L'homme savait que c'était un test, et en fin de compte, il ne pouvait pas tuer le roi. Il ne pouvait que regarder son bien-aimé et son frère trouver le bonheur ensemble. Lorsque Yang Maillon retourna dans ses quartiers, Taeyang s'approcha de lui, l'exhortant à s'emparer du trône. Yang Maillon, un homme intègre, ne pouvait pas être facilement influencé par la trahison. Taeyang l'a comparé au roi, utilisant le favoritisme du défunt roi envers le roi. Et les fiançailles de Wol avec le prince héritier comme combustible pour l'inciter. Mais Yang Maillon a vu clair dans le plan de Taeyang. Il a déclaré que Taeyang l'avait mal jugé. Il n'était pas quelqu'un qui trahirait son pays par ressentiment et envie. De plus, la gloire, la richesse, l'honneur, le pouvoir et le trône ne l'intéressaient pas. Déçu, Taeyang le considérait comme un pion inutile à jeter. Juste au moment où Taeyang tirait son épée, Yang Maillon déclara que tout ce qu'il voulait, c'était du Wol. Quel était le véritable motif de Yang Maillon? Était-ce une affection sincère ou autre chose? Soudain, la grande reine douairière arriva, exigeant que le roi lui remette le Wol. Elle a également exigé qu'il mette fin à son enquête sur l'incident 8 ans auparavant. Le roi, cherchant la vérité, refusa. La reine douairière a révélé que le défunt roi avait également enquêté, mais a finalement choisi d'enterrer la vérité. Elle l'a averti que s'il continuait, il perdrait quelqu'un qu'il chérissait le plus. Le roi, ne comprenant pas l'implication, la congédia. Il a assuré à Wol qu'il demanderait justice pour elle. Cependant, Wol l'a exhorté à laisser le passé rester enterré. Mais le roi, obstiné dans sa poursuite de la vérité, persista. Après quelques jours, l'enquêteur du roi rapporta que la magie noire utilisée pour tuer Yeonwu nécessitait un sacrifice. Le sacrificateur n'en subirait aucune conséquence. Mais il devait posséder un fort désir de tuer quelqu'un.
Le roi se souvint des indices précédents. Avant d'abandonner l'enquête, le défunt roi avait visité à la fois les princesses et les quartiers de la grande reine douairière. Le roi finit par comprendre la vérité. La personne qu'il était sur le point de perdre, celle la plus proche de lui, était sa propre sœur, la princesse Minutua. Il y a des années, le défunt roi avait enquêté jusqu'à ce point, puis s'était arrêté. Le roi avait pensé que son père était faible, mais en réalité, il les protégeait. Protéger la princesse Minute signifiait abandonner le prince héritier. Le protéger signifiait abandonner le prince Yongmayom. Auparavant, en tant que prince héritier, il ne cherchait que la vérité et la justice. Maintenant, en tant que roi, il devait considérer le plus grand bien. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié ses aspirations initiales et s'est senti dégoûté de lui-même. Pris à la croisée de l'espace et du temps, le jeune roi résolut de découvrir toute la vérité. Il a confronté la princesse Minutua. En entendant la vérité révélée, Minutua a pleuré, affirmant qu'elle ne savait pas que ses actions tueraient Yeonwu. Elle n'avait fait que suivre les instructions de la grande reine douairière pour pouvoir épouser Eoyong. Elle supplia son frère de ne pas le dire à son mari et de la laisser accoucher en premier. Sachant que sa sœur était enceinte, le roi se retrouva une fois de plus pris dans un dilemme. De retour à la maison, la princesse Minutua était consumée par la culpabilité. Elle s'effondra dans les bras de Eoyong, sanglotant de manière incontrôlable. Dans le palais, Gan conseilla au roi d'abandonner. Le roi pleura et dit qu'il ne pouvait pas. Les années qu'il avait passées avec elle étaient-elles insignifiantes? La mort de son père n'était-elle pas injuste? Le lendemain, le roi se rendit chez l'impératrice douairière et exigea qu'elle se retire immédiatement dans un palais de la banlieue. Il est interdit de retourner dans la capitale sans autorisation. Naturellement, l'impératrice douairière n'était pas disposée à le faire. Le roi déclara que c'était son dernier respect pour elle, que l'incident de 8 ans implique la princesse ou quelqu'un d'autre. Il enquêterait de manière approfondie. Ayant perdu la princesse comme bouclier, l'impératrice douairière n'est restée qu'avec de la colère. Lorsque Di ayant appris que l'impératrice douairière avait été mise à l'écart, il devait agir en éliminant tous ceux qui lui causaient des ennuis. Des hommes en noir, envoyés par Di Ayant, entouraient Eoyong. Ne sachant pas quoi faire, Eoyong a été défendu par la femme de chambre de sa sœur, Seo. Seo s'est battue vaillamment pour protéger Eoyong, mais n'a finalement pas pu leur résister. Elle a été grièvement blessée et est tombée dans les bras de Eoyong. Seo, regardant Eoyong, a avoué que depuis qu'elle est venue à la maison, le maître lui avait donné le nom de Seo. Plus personne ne l'appelait la petite fille. Depuis ce moment jusqu'à maintenant, elle avait toujours gardé de l'affection pour le maître dans son cœur. Elle a pris son dernier souffle dans ses bras, mourant d'envie de protéger son bien-aimé, la rendant extrêmement heureuse. En apprenant la mort de Seo, tout le monde autour a pleuré. Même Gon n'a pas pu retenir ses larmes. En entendant cette nouvelle, le roi comprit que l'impératrice douairière pouvait être en danger. Lorsqu'il a envoyé quelqu'un pour la protéger, elle avait déjà été empoisonnée et tuée par Di Ayant. Di Ayant et le prince Yongmayong ont fixé une date pour leur rébellion cette nuit-là. Tous ceux qui soutenaient Yongmayong se sont rassemblés. Di Ayant a déclaré que la performance d'arts martiaux dans le palais dans quelques jours. Ce serait le meilleur moment pour renverser le roi et installer Yongmayong. Yongmayong sortit un registre et écrivit son nom. Puis a demandé aux conspirateurs d'écrire leur nom. Il leur a dit qu'il s'agissait d'un enregistrement de ceux qui avaient contribué au coup d'État. La sorcière vit que le soleil et la lune s'alignaient. Sachant qu'un événement majeur était imminent, elle voulait prédire si ce serait de la chance ou un désastre. Alors, elle a pris un bol d'eau propre, a joint les mains et a commencé à chanter. Un courant d'air souffla dans l'eau, la transformant en sang, signifiant un désastre sanglant imminent. Immédiatement, elle se rendit au palais et rencontra Gon, lui disant que quelqu'un utiliserait la magie pour lui faire du mal cette nuit-là. Gon fut surpris et craignit que cela n'affecte le roi. La sorcière a dit qu'elle bloquerait la malédiction. Cette nuit-là, la sorcière se coupa la paume, laissant le sang couler sur un charme. Puis a brûlé le charme dans un brûleur d'encens. Alors que la magie continuait, un panache de fumée noire s'élevait du brûleur d'encens. Elle a utilisé toutes ses forces pour bloquer la malédiction, vomir du sang et tomber au sol. Une autre sorcière, tentant la malédiction, s'effondra soudainement. La sorcière de la reine n'a pas réussi à lancer la malédiction avec succès et a été possédée. Elle a porté de nombreuses accusations contre la reine, provoquant la possession de la reine et sa frénésie sans cesse, la poussant à la folie. Il s'est avéré que la reine avait déjà convoqué une autre sorcière,
demandant une malédiction sombre contre Gon pour lui infliger de la douleur une fois de plus. La reine savait qu'avec un sacrifice approprié. En entendant cela, elle a immédiatement dit à la sorcière qu'elle-même était le meilleur sacrifice. Mais ce désastre n'était pas terminé, cela venait à peine de commencer. Le lendemain, la performance d'arts martiaux a commencé. Le roi descendit les marches, les fonctionnaires qui l'entouraient nourrissaient chacun leur propre plan. Il regarda Diaoyan, puis son frère, Yang Mayon. Le regard de Yang Mayon évita le sien. À ce moment-là, l'armée de Diaoyan a surgi de toutes les directions dans l'arène des arts martiaux. La rébellion a commencé. Le roi et Yang Mayon se faisaient face, épée dégainée, pointée sur la gorge de l'autre. Diaoyan se tenait derrière Yang Mayon, l'exhortant à éliminer rapidement ce roi incompétent et inutile. Yang Mayon repoussa instantanément l'épée du roi, se retournant pour abattre deux rebelles, créant ainsi une voie d'évasion. Le roi monta rapidement les marches du palais. Il s'est avéré que le roi et Yang Mayon avaient tout planifié à l'avance. Utilisant la rébellion feinte de Yang Mayon pour attirer Diaoyan et ses complices hors de l'ombre dans un piège préparé. Debout sur les marches, les soldats prépositionnés entouraient les rebelles. Le roi donna l'ordre, et une bataille sanglante s'engagea. Après un combat acharné, la plupart des rebelles furent tués ou blessés. Seul Diaoyan est resté. Yang Mayong abrandisan épée, Tuan Dihayang. Au loin, près de la porte du palais, un autre rebelle se leva lentement. Le roi rappela à Yang Mayon, puis ils se regardèrent tous les deux. Yang Mayon ne s'est pas esquivé. C'était le meilleur moyen pour lui de protéger le roi. Sans lui, il n'y aurait pas d'autre rébellion. Tremblant, Yang Mayon donna au roi la liste des noms des rebelles. Dans le dernier moment de sa vie, il s'est souvenu du Yonghui du passé. Un amour qui n'aurait pas dû être, né dans une famille dans laquelle il n'aurait pas dû naître. Yang Mayon a terminé sa vie douloureuse avec un sourire. À ce moment-là, dans le ciel, deux soleils ont fusionné en un seul. Voyant cela, la jeune sorcière se mit à pleurer de douleur, appelant le nom de son frère bien-aimé. La sorcière leva les yeux vers le ciel. Elle savait que ce qui devait arriver était enfin arrivé. L'amour et la haine entre une lune et deux soleils avaient enfin pris fin. La reine Bocaillon, au courant du complot de son père, et sachant qu'elle serait sans doute confinée dans le palais froid, elle se souvint de ses premiers jours au palais. En voyant le prince héritier, la seule chose qu'elle désirait était son cœur. Mais tout est devenu caduc. Dans ces derniers instants, elle voulait mourir en tant que reine. Gon a finalement retrouvé sa mère au temple. Ils se sont embrassés et ont pleuré. Sa mère n'arrivait pas à croire que c'était réel, soupçonnant qu'elle rêvait. Son frère a également retrouvé Gon après une longue séparation. Leur famille a finalement été réunie. Un ami proche a apporté le corps de Yang Mayon à sa mère. En perdant son fils, la mère a été consumée par un chagrin incontrôlable. En sortant à nouveau, elle vit l'esprit de Yang Mayon. Il a dit à son ami qu'il n'avait plus besoin de feindre de sourire. Se forcer à boire de l'alcool qu'il n'aimait pas, ou à être une menace pour l'empereur. Plus important encore, il pouvait aimer sans aucune contrainte. Comme c'était merveilleux. Quelques jours plus tard, Gon retrouve son statut et devient reine. Leur histoire d'amour, à cette époque, a rencontré de nombreuses difficultés pour le bien de la nation, les forçant à se séparer. Mais à la fin, le destin les a réunis. Après 8 ans de séparation, ils ont finalement vécu heureux ensemble. Peu de temps après, ils sont devenus parents. Leur fils aîné était un enfant adorable. Le fils de Gon et le fils de Eoyom jouaient ensemble. Le petit prince adorait jouer avec des épées, faisant remarquer au roi que son fils aîné ressemblait beaucoup à Yang Mayon. Possédant une personnalité tout aussi optimiste et insouciante. En mentionnant cela, tout le monde se souvenait de lui. Finalement, sous l'influence de Gon, le roi pardonna à la princesse. Mais elle n'a toujours pas été acceptée par sa famille. Jour après jour, Eoyom promenait son fils en ville et découvrait que quelqu'un les suivait. En se retournant, il vit la princesse pleurer seule. La princesse dit à Eoyom que son fils lui manquait terriblement et qu'elle était venue secrètement le voir. Après avoir parlé, elle se retourna pour partir. Eoyom l'embrassa par derrière, disant que pour le bien de leur fils, et ceux qui étaient décédés, espérant une vie meilleure pour eux. La famille Yko a finalement été réunie.